Ça y est, c'est enregistré. Bonjour Ok. Ashka, bienvenue dans cet entretien. Et donc la première chose que je tiens à vous dire, c'est à vous remercier très très chaleureusement de votre présence avec nous aujourd'hui. Et donc pour commencer cet entretien, je vais me permettre un petit cadrage rapide pour vous expliquer comment ça va se passer et de quoi il s'agit. Donc rapidement, je suis professeure de culture générale et j'interviens au centre de formation Groupe Alternance Lyon, qui est situé à Villeurbanne, donc, et j'interviens auprès de 5 classes de BTS qui ont comme thématique de culture générale de la musique avant toute chose. De la musique avant toute chose, il s'agit en réalité d'un vers de Paul Verlaine, vous qui êtes poète, écrivain, musicien, chanteur, compositeur, vous qui êtes cet artiste complet, ça va vous parler parce que je crois savoir que dans vos chansons, vous aimez bien faire référence à des poètes célèbres. Donc voilà, on était fait pour se rencontrer. Et donc Paul Verlaine a utilisé ce vers dans un poème qui date de 1882. Et c'était l'occasion pour nous de questionner nos étudiants sur cette thématique de la musique. Pour cela, je vais vous demander de vous présenter, de nous raconter votre parcours pour devenir le musicien que vous êtes aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Kadour Haddadi. Je suis né en 1976 à Roubaix, donc ancienne cité textile florissante qui a pris de plein fouet la crise industrielle dans les années 70. Et donc, quand je nais dans cette ville et quand je suis enfant, je suis dans une ville dévastée, j'allais dire socialement. Roubaix, c'est la ville qui a été plusieurs fois nommée ce triste j'allais dire, record de la ville la plus pauvre de France. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une extrême précarité dans cette ville-là. Et moi, c'est pas ce que je retiens de mon enfance. Moi, je retiens une grande richesse humaine, des gens extraordinaires, une richesse culturelle aussi, des gens qui viennent de partout, de tous horizons, et une ouverture, un esprit de solidarité. Voilà, moi, c'est de ça dont je me souviens quand je me souviens du Roubaix de mon enfance, cette communauté de destin et de gens qui étaient ensemble, qui étaient heureux d'être ensemble. Et je pense que j'ai gardé ça au fond de moi jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'ai grandi là-dedans et j'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans, quoi, quand j'étais adolescent. À l'époque, c'était la musique hip-hop qui débarquait dans nos quartiers. Ça venait des États-Unis et ça arrivait comme un tsunami, quoi. Une déferlante. Et c'était pas que la musique, nous, on disait la culture hip-hop. Donc, il y avait aussi à la fois les graffeurs, il y avait les DJ, il y avait les danseurs et breakers. Et puis, moi, je faisais partie de ces gens qui aimaient taquiner le micro et le stylo, quoi. Écrire sur un petit bout de feuille, sur un petit coin de table, ces histoires, et puis venir les tchatcher au micro, et puis même des fois partir dans les impros. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Mes premières amours, c'est vraiment dans le hip-hop, dans le rap français. Mais déjà à l'époque, avec cette idée, une branche du rap qui était ce qu'on appelait le rap conscient. Donc, dans la lignée des groupes de l'époque, c'était bon, il y avait NTM, IAM, Assassin. Et moi, j'étais aussi, bon, j'étais assez porté sur IAM, qui me parlait beaucoup, dans la musique me parlait beaucoup. Et qui déjà, eux, à l'époque, voilà, parlaient de leur vie, de leurs conditions, dans leur quartier, dans leur ville, à Marseille. Et c'était une écriture très sociale, et ça racontait voilà, vraiment des histoires qui mettaient en jeu, voilà, nous, comment on était, nous, la communauté des quartiers, entre guillemets, et les enfants des quartiers populaires. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Très vite, ma musique s'est teinte de mélodies, de chants, parce que j'ai grandi aussi avec la musique qu'écoutaient mes grands frères et mes grandes sœurs. Donc c'était le reggae et beaucoup de Bob Marley notamment. Donc très vite, j'ai coloré ma musique, voilà, de petites mélodies, de refrains chantés. Et puis au fur et à mesure du temps, de texte en texte, on se met à vouloir parler d'un peu d'autre chose. Mais il y a toujours eu cet engagement qui était là, mais d'essayer de voir un petit peu plus loin qu'en bas de chez soi, que dans ce quartier. Et Roubaix, c'est une ville extraordinaire pour ça, parce qu'il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde. Donc dès qu'on rencontre quelqu'un, il nous raconte une histoire. Et donc, dès qu'on rencontre quelqu'un, c'est un voyage, quoi. Et du coup, j'aimais cette idée-là, moi, de raconter les histoires de gens que je rencontrais, que je fréquentais. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à voyager dans mes textes. Et puis après, avoir la curiosité de l'autre. Et puis, de cette curiosité-là,
est venue aussi d'autres influences musicales. Parce que quand on fait du hip-hop, quand on faisait nos musiques, par exemple, il y avait ce qu'on appelait le sample, l'échantillonnage de musique. Donc on prenait une boucle d'un vieux disque, ça pouvait être de tout et de n'importe quoi, de la chanson world, de la chanson française, et donc on prenait une petite boucle, un petit échantillon qu'on mettait en boucle, et puis par-dessus on mettait, voilà, on faisait un beat, une batterie, une basse, et puis ça faisait une création musicale hip-hop. Et l'art du sample, c'est l'art de fouiner, d'aller chercher dans des disques vinyles, dans un répertoire le plus large possible, et donc donc déjà d'aimer les artistes qu'on sample, de les respecter, et de s'intéresser à mille et un univers musicaux. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer, par exemple, à sampler du Aznavour, ou du Edith Piaf, ou du Brel, et ce faisant, d'écouter, de prêter une oreille en se disant, tiens, ah ouais, c'est pas mal quand même ça. Ah ouais, c'est bien. Et puis, même à travers les textes, quand par exemple un jour j'ai voulu écrire un texte sur la guerre au sens large, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui a déjà été écrit? Donc j'ai commencé à fouiner. Donc il y avait même des groupes de rap, par exemple IAM, qui avait écrit une chanson qui s'appelait Une simple histoire de soldat à l'époque. Mais en fouinant, bon, on n'avait pas Internet à l'époque, mais en fouinant, tiens, je découvrais que Victor Hugo avait écrit un texte qui s'appelait Depuis 6000 ans la guerre. Et je me rappelle même que à l'époque, j'ai rappé ce texte-là. Voilà, j'ai rappé Victor Hugo, quoi. Donc voilà, il y a cette idée de se réapproprier ce qui est dans le pot commun, artistique, culturel, le patrimoine, et d'essayer de l'honorer à notre façon, avec ce qu'on est, et d'essayer de le réinventer, et d'essayer de fabriquer des nouvelles choses. Et puis, donc ça, c'est mon entrée dans le monde musical, et très vite, j'allais dire presque naturellement, ma musique s'est colorée de mille et une influences. J'ai commencé à monter un groupe avec des copains musiciens, et de là, j'ai fait de la chanson. C'est celle que je fais aujourd'hui. C'est une chanson, c'est de la musique nomade. Il y a plein d'influences. Il peut y avoir des chansons vraiment pour le coup très chansons françaises, d'autres qui peuvent être aux accents tziganes, d'autres aux accents d'Afrique du Nord, voilà mes origines, ou d'Afrique de l'Ouest ou d'Amérique du Sud. Il peut y avoir toujours du hip-hop qui est jamais bien loin. Alors des fois on l'entend pas vraiment, mais des fois c'est plus dans l'écriture ou dans le sens de ce qu'on appelle la punchline, de trouver la phrase qui va percuter. Voilà un petit peu mon parcours, et puis c'est comme ça que j'en suis arrivé parce qu'il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai monté ce groupe HK et les Saltimbanques. Alors, merci du coup pour ce recadrage et votre histoire en détail. Je vais rebondir sur le groupe HK et les Saltimbanques. Comment l'avez-vous monté et comment avez-vous choisi vos musiciens? Ça fait encore des amis? Ouais, ça s'est fait naturellement. C'est que moi, de mes premières années avec mes premiers groupes, voilà, on fréquentait des écoles de musique, ou musique actuelle, des lieux de répétition. Il y avait aussi des endroits où il y avait des jam sessions, des buffs, ce qu'on appelait chaque semaine ou chaque mois. Donc du coup, on a pu, à travers ce parcours musical, rencontrer plein de gens super, et certaines personnes avec qui on s'est lié d'amitié, qui venaient d'horizons musicaux différents des nôtres. Et c'est assez naturellement que quand j'ai eu ces premières chansons, je me suis tourné vers une bande de copains, et on a monté cette bande-là, HK et les Saltimbanques. Et c'est des copains de Roubaix, quoi. D'accord. Et au niveau des concerts, alors comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience de scène, votre vécu, vos ressentis? Ah bah oui, la scène, ça fait, voilà, c'est un peu, moi je dis souvent, c'est notre jardin, c'est notre petite maison, c'est là où on se sent bien, c'est là où notre musique prend vie. On fait du spectacle vivant, donc, et là où on se sent vraiment vivant, c'est quand on est sur scène à partager nos chansons avec le public. Et là, c'est le moment où on ne peut pas tricher, quoi. Et c'est ça que j'aime dans cet instant-là, c'est qu'on vient livrer une chanson, on vient proposer quelque chose, et avec notre cœur, notre sincérité. Et là, il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. C'est très direct, quoi, et on ne peut pas tricher avec ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime la scène, et je reste un artiste de scène. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote par rapport à vos tournées, par rapport à cette expérience de scène, justement? Ah oui, j'en ai un million, mais peut-être il y a ce moment où on monte le groupe HK et les Saltimbanques, où j'emmène donc les copains avec moi dans une aventure, en leur disant, vous allez voir, c'est super.
Et on se retrouve un jour on commence un de nos tout premiers concerts. On est à la Fête de l'Humanité sur une petite scène, hein, dans l'espace Musique du Monde. Je crois que c'est la scène Musique du Monde. Et on commence à jouer. Sauf que c'était au moment où Manu Chao était sur la grande scène. Donc, autant vous dire qu'il y avait juste personne devant la scène où on commence à jouer. Et là, moi, j'ai eu ce moment-là où je me dis, mince, j'embarque les copains dans quelle histoire, là, dans quelle aventure. Et il y a ce moment-là où on commence à jouer, parce que, comme on dit, show must go on, quoi. Il faut jouer à cette heure-là, on joue, il y a un programme à tenir. Et on commence à jouer devant personne. Et beaucoup de doutes, quoi. C'est un des tout premiers concerts. Et on se dit, merde, mais merde. Et puis, bon, on y va, on se lance. Et puis après, une personne, 5, 10, 50, 100, et on finit le concert devant voilà, peut-être 500 ou 1000 personnes, mais voilà. Alors, en tout cas, avec plein de gens devant la scène à la fin du concert. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Et c'est ça la magie de la musique et du spectacle. C'est que, bah, voilà, c'est pour le coup ce qui. Là où on partait en se disant mince, ça va être un fiasco, il va falloir remobiliser les troupes après ça. En fait, c'était un tremplin extraordinaire et ça nous a donné un plein d'énergie parce que voilà, ça nous a rendu enthousiastes et optimistes. D'accord. Et du coup, bah, vous avez anticipé les questions de mes élèves. Ils avaient envie de savoir si vous aviez connu le succès tout de suite. Alors, d'après ce que vous nous dites, c'était quand même... Oui, après à la Fête de l'Humanité, les gens sont friands. Donc, j'allais dire, ce jour-là, en tout cas, nous, on était heureux d'avoir pu finir voilà, devant une scène pleine. Après, le succès, c'est quelque chose de très relatif. Ça dépend de ce qu'on y met, nous, en termes d'ambition. Déjà, le jour où j'ai commencé à vivre de ma musique, c'est-à-dire ma musique, c'est ma passion, et jusqu'à l'âge peut-être de mes 25 ou 30 ans, je mettais de l'argent dans ma musique. Donc, et puis, dès qu'on a commencé à me dire, bah, tiens, on va te payer pour venir faire un concert, pour t'inviter à l'autre bout de la France, et puis, en fait, bah, ta passion, ça va devenir ton métier. Déjà, c'était extraordinaire. Donc là, déjà, pour moi, c'était une réussite. Et ça, c'est arrivé, oui, il y a 15 ans maintenant. Et, euh, et donc, du coup, c'est toujours relatif. Alors, dès qu'on atteint un stade, on est comme ça, l'être humain est ainsi fait. Des fois, on a du mal à se satisfaire de ce qu'on a. Mais moi, je suis juste le plus heureux du monde quand je pense que, quand je me revois et que j'ai commencé la musique et que si on m'avait dit, mais tu vivrais ça, mais je l'aurais jamais cru, quoi. Donc, donc voilà, c'est petit à petit, c'est une somme de plein de choses, c'est de la constance, c'est de la persévérance, c'est de la chance, et puis c'est du bonheur. C'est sûr. Et alors, du coup, quand bah, vous vivez votre rêve éveillé, si j'ose dire, Ouais. et par rapport à la crise sanitaire, qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique, dans vos projets peut-être Beaucoup de Est-ce que choses, ça ouais. a amélioré des choses ou au contraire, est-ce que Non, c'est compliqué? Je pense que c'est oui, ça les a compliqués, bien sûr. Il y a eu le premier confinement où nos tournées se sont arrêtées, nos spectacles se sont arrêtés. Donc ça fait plus d'un an maintenant que voilà qu'on ne fait plus de concerts à proprement parler. Donc sur le premier confinement, on l'a plutôt bien vécu. On avait en plus un album à finir d'enregistrer, donc on s'est débrouillé pour le finir, chacun chez soi, et on l'a sorti. D'ailleurs, on l'a sorti en septembre. Entre les deux confinements, il est sorti pile poil. On oui. a réussi à sortir notre album, l'album Petite Terre. Mhm. Et, mais c'est vrai qu'après ça, il y a eu l'histoire en octobre des non essentiels. Alors on a découvert qu'on faisait partie des gens non essentiels. Et là, on a commencé à se fâcher un peu parce que nous, déjà, on était empêchés de faire notre métier, de travailler. Notre métier, c'est notre passion, donc il y avait une grosse frustration. Et surtout, on pense qu'on a un rôle important. Je le dis souvent, des gens pensent, c'est pas une exagération, je pense vraiment qu'on fait partie de ces métiers où on s'occupe des gens, quoi, mais on est des soignants de l'âme et du cœur. Et d'ailleurs, les gens nous le disent en ce moment, on nous disent, mais ça nous manque terriblement, on a besoin de ça, on se sent mourir à petit feu. Et nous, on pense que il faut soigner les corps et soigner les cœurs et il faut surtout pas négliger ça, il faut pas négliger l'art, la culture et le lien social. Donc à partir de ce moment-là, on est parti en bataille pour défendre ça. On a décrété l'état d'urgence culturelle et sociale. On a fait des rassemblements un peu partout en France pour défendre ça et pour dire ben, on a pu trouver des moyens pour continuer à travailler, pour continuer à consommer, pour continuer à faire les soldes, tout ça, pour continuer à prendre les transports en commun. Il faut qu'on trouve le moyen pour qu'on puisse continuer à vivre et à vivre d'art, de culture et de lien social. Tout à fait.
Alors, est-ce que, je pose la question, mais du coup, vous y avez répondu en partie, pour vous, la musique, c'est véritablement un outil politique? Ah, un outil politique, c'est un outil, ça peut l'être, c'est sûr. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme c'est un véhicule extraordinaire d'émotions, de passion, de sentiments. Euh, et euh, et d'ailleurs, moi, quand j'écris une chanson, c'est qu'à un moment donné, il y a un sujet, ou un fait divers ou quelque chose qui m'a touché profondément, et je vais essayer de trouver les mots et de trouver les notes, Oui, les mélodies, les harmonies qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir être touchés de la même façon que j'ai pu être touché. C'est ça. Et la musique, on dit souvent, la musique, ça peut pas changer le monde, mais ça peut toucher les cœurs. Et c'est ça, je veux dire, ce n'est que ça, le rôle de la musique, mais c'est déjà la base de tout. Et ce n'est que quand, à un moment donné, il y a une révolution culturelle dans l'esprit de gens au même moment, que des changements vont être possibles. Et cette révolution culturelle à l'intérieur de nous-mêmes, la musique joue un rôle extraordinaire. C'est sûr que la musique a joué un grand rôle de tout temps. c'est certain. Alors, du coup, je vais rebondir sur les chansons et je vais passer vraiment à la partie qui a été donnée et donc qui a été remplie par mes élèves à propos de votre discographie. Je leur ai D'accord? proposé d'écouter vos chansons, qui choisissent en fait parmi toutes les chansons qu'ils pouvaient découvrir sur le net ou autre, les chansons qui leur plaisaient le plus, qui leur parlaient le plus. Et donc ils ont sélectionné un certain nombre de vos chansons, ils ont posé des questions dessus. Et du coup, D'accord. je vais vous lire leurs questions à votre intention par rapport à votre discographie. Alors, il y en avait beaucoup, hein, je vous avoue, il a fallu que je fasse le tri. Et donc, j'en ai sélectionné allez, une petite dizaine de chansons, D'accord. ce qu'ils avaient sélectionné. Et donc, effectivement, celle qui est revenue le plus, eh ben, c'est l'une des dernières, c'est Danser encore. Et c'est vrai elle leur a beaucoup parlé et quasiment tous me l'ont cité et ont eu des questions dessus. Donc, c'est pour ça que je me permets de commencer par cette chanson. Alors, voilà leurs paroles. Dansez encore, une chanson forte en émotion et très symbolique. Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour ces belles paroles? Bah oui, il y a ce moment où le président de la République dit, voilà, on va fermer les commerces non essentiels et nous, on entend le non essentiel, on le prend pour nous, quoi. On dit, bah voilà, c'est nous qu'il est en train de qualifier de non essentiel. Et la semaine qui suit, donc on a eu 5 spectacles qui ont été annulés et on s'est retrouvé à répéter en résidence, à répéter un spectacle qu'on ne pouvait pas jouer. Et le soir, la chanson est sortie d'un coup, quoi. Le texte, il est sorti quasiment d'un coup. Et le lendemain, on l'a répété comme ça avec les copains, copines. Et le surlendemain, on a fait une petite vidéo de mon téléphone portable. Et c'était plus pour nous une manière d'exorciser notre frustration, quoi. C'était vraiment ça. On ne pensait pas du tout qu'elle aurait l'histoire qu'elle a eue, mais très vite, elle a résonné en plein de gens. Elle a commencé à voyager. Les gens nous ont demandé les paroles. On fait des reprises, nous ont invités. Enfin voilà. Et puis c'est parti, quoi. Tout à fait. Alors, merci. Où avez-vous tourné le clip de Danser encore? C'est à Avignon. Donc, on était en résidence là-bas, à Avignon. On bossait dans un théâtre là-bas. Et puis, donc, c'est dans un cloître. Enfin, il y a eu deux vidéos. Il y a eu une première qui déjà avait déjà bien marché, mais qui avait bugué parce que j'avais un problème de carte SD dans mon téléphone. Qu'on avait fait voilà, dans une rue, au bas du Palais des Papes. Et, euh, et donc la seconde, on l'a faite dans un cloître. Il pleuvait ce jour-là, donc on est allé dans le cloître. Et en fait, c'est ce qui fait un peu la magie de cette vidéo, c'est qu'il y a une résonance dans la musique. Et voilà, le hasard a bien fait les choses. Super. Alors, je vais rebondir sur la question des clips, hein. Donc, comment avez-vous procédé au tournage de ce clip? Ah ben, comme je vous ai dit, c'était assez simple. On s'est réunis avec les copains, copines musiciens. J'ai donné mon téléphone à un ami pour nous filmer. Et puis on a joué la chanson. Et puis il a tourné, on l'a joué 3 fois. Puis on a pris la meilleure version. Et puis on l'a partagée ensuite. D'accord. Donc, ça a été finalement très Très spontané. spontané, très simple. Et vraiment parce qu'on n'avait pas l'idée que c'était important ou que ça allait beaucoup voyager ou d'en faire vraiment un clip. Enfin, nous, on avait juste envie de partager ce qu'on avait envie de dire à ce moment-là. Tout à fait. Alors, toujours par rapport au clip, j'ai un élève qui vous demande
Vous semblez réaliser la plupart de vos clips avec des passants, des gens lambda. Pourquoi ce choix? Ah, parce que moi je fais de la musique populaire, je fais de la musique de la rue, dans la rue, avec les gens de la rue. J'adore ça et je suis un gens de la rue moi-même. Donc voilà, j'aime cette idée-là, juste euh, j'allais dire de moment. Voilà, c'est un moment partagé où on joue la musique et on est avec les gens. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme quand on fait des concerts, quand on est avec les gens, il y a un truc où on peut pas tricher. Et quand voilà, il y a des gens qui se mettent à danser, à sourire, à être heureux, bah, c'est un moment beau et moi j'aime partager ces moments-là. Oui, c'est la convivialité. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, et d'humanité, quoi. Ouais, humanité, partage. ouais. Très bien. Alors, dans la chanson, du coup, vous parlez de silence. Quel silence voulez-vous briser? Bah, ce silence de juste de ne rien dire, moi je fais pas partie de ces gens. Quand il y a des règles, je suis plutôt enclin à les respecter, mais toujours à les questionner. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important et je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour les jeunes générations dans l'époque qui arrive, de toujours se poser des questions, de toujours avoir son sens critique, de ne jamais le perdre. Et surtout quand on vous dit c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça et on vit dans un pays où des gens se sont battus pour établir des formes de démocratie et de liberté. Et je pense que c'est quelque chose de précieux et il faut vraiment toujours faire attention à ça. Donc, faut jamais. C'est une qualité de toujours questionner les choses, même si des fois des gens peuvent dire, ben, t'es embêtant ou faut que tu arrêtes de questionner tout le temps. Moi, je pense que voilà, quand il y a un ordre qui vient d'en haut comme ça, on peut se dire mais pourquoi? On peut aussi interpeller nos dirigeants, nos gouvernements. La démocratie, c'est ça, quoi. C'est le débat, c'est la discussion, c'est le fait de remettre en cause les choses tout le temps. Et même si des fois on nous dit oui, mais non, il faut que ça avance vite, bah tant pis, ça avancera moins vite, mais au moins on sait où on va et au moins on peut dire si on est d'accord ou pas. Oui. Et est-ce que la musique est un bon Ah moyen oui. justement de passer ces questions? Et si oui, en quoi est-ce que vous arrivez à le Bah, faire? mais il y a de tout temps, la musique, les artistes au sens large, les saltimbanques, de tout temps, il y a eu cette forme oui, alors de contestation, d'irrévérence, même de moquer nos dirigeants, nos rois, et ça fait du bien un peu à leur ego, enfin voilà, c'est pas mal. Donc voilà, il y a une tradition dans la musique et l'art, souvent, il peut servir à ça, et moi j'aime quand il sert à ça. Super. Alors, du coup, toujours par rapport aux paroles, nous sommes des oiseaux de passage, dites-vous. Pourquoi nous comparer spécialement à des oiseaux? Ah, moi j'aime les oiseaux, parce que l'imagerie de l'oiseau qui est libre, qui vole, et de passage, c'est aussi il y a deux choses. Il y a à la fois cette idée de voyage, et à la fois de dire, bah voilà, on est là à un moment donné sur cette terre ensemble, et on a une vie à vivre en collectif, on fait société, et donc du coup, bah, essayons de faire en sorte que cette vie-là partagée, elle soit belle, quoi. Merci. Pourquoi exprimez-vous le fait de souhaiter de continuer à danser Ah alors bah que parce que c'est c'est interdit? Alors que c'est interdit. Pardon, je n'ai pas terminé la Bah, question. non, déjà, c'était pas, il y a rien qui disait explicitement que c'était interdit. Donc nous, on s'en est rendu compte quand on a commencé à avoir des interdictions de rassemblement. Ben, c'est justement parce que c'est interdit qu'on a envie de continuer à danser ensemble, qu'on se rend compte à quel point c'est précieux, à quel point on en a besoin, à quel point c'est vital, et à quel point, évidemment, enfin, c'est fou de se dire quand même, et surtout quand on est jeune, de se dire que c'est interdit de danser et de se le dire, de l'accepter comme ça, c'est quelque chose de fou. Évidemment, danser ne sera jamais un délit et ne doit jamais être un délit, c'est une des plus belles choses au monde et il faut toujours faire en sorte de pouvoir le préserver. Ça me paraît tellement évident. Super. Alors, je change du coup de chanson. J'ai fini la sélection que j'avais fait Mhm. sur Danser encore. Alors, peut-être laissez-nous travailler, parce que du coup, c'est cohérent par rapport à Danser encore. Quel est votre ressenti dans cette chanson concernant la situation actuelle? Bah, ce qu'on dit dans cette chanson, c'est qu'il y a une incohérence. Voilà.
On dit qu'on a pu faire en sorte que des gens continuent à travailler, à consommer, à aller faire les soldes, et que nous, qui sommes des artistes, et les gens du lien, bon, ça peut être aussi pour les bistrots, les restaurants, les salles de sport, on est empêché de travailler parce qu'on nous dit que c'est pas possible. Donc on dit ce qu'on a réussi à rendre possible pour pouvoir consommer, faire les soldes et des choses qui pour moi ne sont pas forcément toutes essentielles. On doit pouvoir le trouver pour quelque chose qui pour moi est essentiel, qui effectivement est ce lien d'être ensemble, de chanter, danser ensemble, de vivre d'art et de culture. D'accord. Donc c'est être en quelque sorte le porte-parole des gens silencieux, peut-être, vous diriez ça? Bah, on dit dans cette chanson, laissez-nous travailler. On veut rendre les gens heureux, laissez-les respirer. Le bonheur est contagieux. Donc, c'est à la fois de dire quel est notre rôle à nous en tant qu'artistes, et c'est à la fois de dire que les gens ont besoin de ça et qu'on a tous besoin de ça. Super. Alors, toujours sur Laissez-nous travailler, à travers cette chanson, souhaitez-vous que tout soit ouvert et que tout le monde puisse être libre malgré la crise sanitaire? Non, ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut trouver le chemin. Il faut qu'on pose, maintenant que les choses sont posées sur la table, il faut qu'on trouve le chemin pour qu'on puisse continuer à vivre le plus normalement possible avec cette crise sanitaire, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on va devoir vivre avec ce virus pendant longtemps. Donc, on ne va pas vivre avec ce virus en restant enfermé encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, il faut trouver ce chemin-là. Super. Alors, du coup, on va rebondir sur la crise sanitaire avec Pour les autres, si vous voulez bien. Selon vous, que faudrait-il faire réellement pour que nos hôpitaux publics aient plus d'aide, et est-ce que la musique peut apporter une part de cette aide? Là, je pense que ça dépasse le cadre de ce que nous, on peut faire artistes. Ce qu'on peut faire, c'est une chanson, par exemple, la chanson Pour les autres, pour dire que, bah oui, c'est bien beau d'applaudir et c'est super, et il faut le faire, d'applaudir nos soignantes et nos soignants qui font partie de nos héros et de nos héroïnes, mais elles et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas être des héros, ils veulent avoir de quoi travailler, ils veulent être protégés, être respectés, qu'on ne les mette pas dans des situations de surmenage continu, qu'on leur donne des moyens, et que voilà, que il y a tellement de choses à leur apporter, à les aider pour pouvoir leur apporter des preuves concrètes de considération et de protection. Tout à fait. Alors, du coup, pour les autres, c'était une autre question, mais qui rejoignait un peu, c'était en quoi la musique pouvait être un outil aussi au niveau social, au-delà du sanitaire, de manière plus globale. Disons qu'il y a une autre chose, c'est quand des soignants ont repris notre chanson Danser encore et l'ont détourné les paroles en écrivant la chanson Soigner encore. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc on voit que, et là, ils ont pu passer leur message grâce à cette chanson-là. Et alors, du coup, vous l'avez su par après, ou est-ce qu'ils vous avaient... Non, avant, ouais, bien sûr, ils nous ont demandé. Ils avaient déjà fait un clip de Pour les autres, où ils s'étaient filmé leur quotidien. Et ils nous ont dit, tiens, voilà, on aimerait faire ça, réécrire les paroles pour interpeller le président de la République, parce qu'il avait fait une promesse il y a 1 an qu'il n'a pas tenue, et on aimerait pouvoir l'interpeller là-dessus, et on voudrait le faire en chanson sur votre musique. Et moi, j'ai trouvé ça génial, et ouais, j'étais heureux. C'est super, en tout cas. Du coup, je la mettrai dans l'article. Je mettrai tous les liens pour accompagner effectivement cette interview. Alors, on continue, si vous êtes d'accord, par rapport à, par exemple, Citoyens du monde. Dans cette chanson, l'inspiration de vos paroles, est-ce qu'elles vous viennent de vos origines? De mes origines roubaisiennes, ouais, parce que le citoyen du monde, c'est le citoyen de Roubaix. Parce que si tu voulais faire le tour du monde, tu faisais le tour du quartier à Roubaix, et puis là, tu avais des ambiances, des histoires, des origines, des cultures, des saveurs. Enfin voilà, il y avait des gens qui venaient des 4 coins du monde, il y avait des histoires tellement différentes. Donc le citoyen du monde, finalement, c'est le citoyen de Roubaix, quoi. Et ça veut dire toujours que le mondial est dans le local et que le local est dans le global. C'est interconnecté aujourd'hui. C'est sûr. Et donc c'est l'individu et le collectif unis. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr, exactement. C'est ça? Allez, super. Encore une fois, dans cette chanson Citoyen du monde, on retrouve ce passage. Par-delà les frontières de la terre doit appartenir à tous ou à personne. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce passage? Ce passage-là, je l'ai repris d'une phrase à l'époque. Il y avait une occupation de l'église Saint-Bernard à Paris.
et c'était l'abbé Pierre qui était venu en soutien, et c'était des sans-papiers, des réfugiés qui occupaient l'église. Et l'abbé Pierre était venu en soutien et il leur avait dit nous voulons que la terre appartienne à tous. Et voilà, je lui ai piqué cette phrase et voilà, que je trouvais extraordinaire et pour le coup, voilà, venue d'un personnage extraordinaire. Super. Toujours dans cette chanson citoyenne du monde, faites-vous référence à plusieurs choses? Faites-vous référence à la nation, au pouvoir des uns sur les autres ou à autre chose? À quoi faites-vous référence? Non, je pense que on vit dans une époque où tout est tellement interconnecté et c'est peut-être pour s'opposer au nationalisme et de les questionner, de se dire, moi par exemple, je suis né à 500 mètres de la frontière belge. Donc pour 500 mètres, il aurait fallu que je trouve des raisons d'être fier d'être belge, alors que là, je dois trouver des raisons d'être fier d'être français. Donc la réalité, c'est que moi, je peux me reconnaître, voilà, je peux me reconnaître chez un musicien chilien révolutionnaire, parce que je trouve ça génial, chez quelqu'un qui fait partie du peuple du désert, chez ces tziganes d'Europe de l'Est, chez ces... voilà, j'adore, je suis allé au Québec, je suis tombé en amour, comme on dit là-bas, des gens là-bas, et je me suis, au bout d'une semaine, je me sentais québécois. Enfin, moi, j'aime cette idée-là, il ne faut pas qu'on s'enferme. Alors évidemment, on est né quelque part, comme disait Maxime Le Forestier. Donc voilà, donc on fait partie d'une société, d'un pays. On peut avoir une identité qui est propre, mais il faut que cette identité, elle soit en mouvement, ouverte sur le monde. C'est dans l'époque dans laquelle on vit. Je ne conçois pas qu'on puisse ne pas être citoyen du monde, parce que c'est une époque mondialisée, globalisée. C'est la diversité culturelle. Aussi, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est la richesse qu'on s'apporte les uns les unes les autres. D'accord, merci. Alors, du coup, je vais rebondir sur le côté un petit peu culturel et puis peut-être politique avec On lâche rien. Ouais. Du coup, que souhaitez-vous que nous retenions de cette chanson On lâche rien une fois que nous l'avons écoutée? C'est la ténacité. Quand on croit en quelque chose, quand on a des idées, des idéaux, des combats ou des choses auxquelles on tient très fort, de vraiment voilà, ne jamais lâcher l'affaire, parce que la vie est compliquée, rien n'est jamais simple, ou souvent les choses ne sont pas simples. Et il y a toujours mille et une raisons d'abandonner au premier obstacle, quoi. Et voilà, pour moi, c'est un leitmotiv. Ce côté-là, on lâche rien, mais c'était aussi, voilà, quand on est né, qu'on a grandi à Roubaix, ben, c'est peut-être aussi quelque chose que pas mal de gamins ou de gamines, ou au fin fond d'une campagne, c'est la même chose. Quand on se sent, voilà, partir de tout en bas, je pense qu'on avance que si à un moment donné, on se dit, OK, ben, on va rien lâcher. La chanson, du coup, nous aiderait en tant que jeunes à nous forger notre identité, notre caractère. Bon, après, ça reste qu'une chanson, mais c'est ce qu'elle raconte, ouais, ça c'est sûr. Ouais, super. Pour vous, dans cette musique On lâche rien, est-ce que c'est du coup un outil politique et ça revient, hein, cette idée, puisque ça a Ouais, été revendiqué comme tel? En tout cas, c'est un outil de conscience citoyenne partagée. Donc voilà, après, c'est politique au sens premier du terme, j'allais dire au sens noble du terme. C'est pas politique au sens de parti politique. Mais oui, c'est qu'à un moment donné, nous, on est des citoyens et évidemment qu'on a un regard sur la société qui est la nôtre et on a des choses à dire, à exprimer et des choses à défendre. Oui, bien sûr. Alors du coup, ça serait la politique au sens de police en grec, la cité. Ça serait ça. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, Exactement. super. Alors, j'ai des petites questions sur Je m'envole. Qu'est-ce qui vous a inspiré plus particulièrement dans cette chanson et pour écrire cette chanson? C'est peut-être à un moment donné ce besoin, peut-être, ben voilà, tout ça qui est mon univers dans lequel je baigne, qui est cet univers engagé, conscient, citoyen, politique. Et peut-être il y a ces moments-là où juste on a envie de choses beaucoup plus tranquilles, paisibles et poétiques. Et ce côté de se dire, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'à un moment donné, qu'une période, juste de pouvoir s'évader, quoi. De pouvoir, voilà, des choses qu'on peut avoir pour celles et ceux qui peuvent avoir l'habitude, par exemple, de faire des randonnées en montagne. À un moment donné, on se sent loin de tout et on se sent bien, ou alors au bord d'une rivière, ou alors je sais pas, qu'on peut avoir des moments, des petits moments comme ça. Bon, quand on est dans la ville, il faut plutôt les chercher en soi, ces moments d'évasion, mais c'est vrai que
tous les êtres humains, on est comme ça, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres, et par moment, on a juste besoin d'évasion, quoi. Super. Merci pour ce beau message qui est très poétique pour le coup, ça fait du bien, un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors je continue sur Je m'envole. Pourquoi avez-vous fait le clip comme un dessin animé? Ah, moi déjà, j'adore ça. J'adore des animations, les dessins animés. Et si j'avais pu, j'aurais presque fait tous mes clips en dessin animé. Parce que c'est vraiment quelque chose. Voilà, j'ai gardé ce truc-là de grand enfant. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé un compagnon pour le faire qui s'appelle Cédric Van den Hocker. Et il m'a dit, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien là faire un peu une allégorie, un dessin, voilà, et des images, une parabole comme ça de quelqu'un qui veut fuir ce monde, métro, boulot, dodo. Et il m'a dit banco, quoi. Et donc j'étais heureux. Et puis il a fait ce beau clip. Super. Super. Alors, est-ce que vous pensez réellement vos paroles dans cette musique? Est-ce que c'est vous qui parlez? Bah ouais, pourquoi? Vous avez envie de vous poser la question de savoir si c'était vraiment votre vécu, en fait, je pense. C'est un... dans cette chanson, c'est un ressentiment. Alors après, c'est toujours compliqué parce que moi, dans toutes mes chansons, ma façon d'écrire, c'est à partir du réel, à partir de choses réelles, de créer un imaginaire. Et cet imaginaire-là revienne questionner le réel. Donc c'est un peu une boucle. Donc oui, dans la chanson, il y a une part de moi, mais il y a aussi une part juste de poésie, simplement. Euh, et, euh, et quand à la fin, le personnage, d'ailleurs, quand je parle d'une chanson, généralement, je dis le personnage, même si je l'écris à la première personne du singulier, comme dans Citoyen du Monde, par exemple. Si je vais parler de cette chanson-là, je vais dire, ah, le personnage. Donc, c'est un peu moi, et c'est un peu... L'idée, c'est de ne pas écrire des choses qui parlent que de soi, quoi. C'est vraiment d'y mettre, voilà, d'y mettre quelque chose qui peut être un peu universel, où chacune peut se retrouver, quoi. D'accord, super. Alors, pareil, ils ont trouvé des questions sur les paroles. Alors, je cite, hein, ils m'ont déjà condamné, je me suis déjà brûlé les ailes. Vous serait-il possible de nous en dire plus? Non, c'était le mythe d'Icare, parce que quand on dit ne vole pas trop haut, sinon tu vas te brûler les ailes. Et pour moi, je me dis, mais en fait, c'est un mythe. Et on prend souvent cette image-là pour dire même aux jeunes, aux enfants, voilà, attention, tu vas voler trop haut, tu vas te brûler les ailes. Qui est-ce qui nous dit que c'est vrai? Et puis on peut voler haut sans forcément se rapprocher du soleil. Le soleil peut être à gauche, on peut s'éloigner juste ce qu'il faut. Enfin, c'était de questionner ces mythes anciens où des fois on nous dit des choses qu'on prend, qu'on intègre comme étant des vérités absolues, alors que non, c'est beau de s'élever haut. Et pourquoi on n'aurait pas ce rêve fou-là? Et pourquoi on se dirait non, non, il faut surtout pas que je vole trop haut. Non, il faut avoir ce rêve. Et puis après, tu iras jusqu'où tu iras. Mais si déjà tu commences à partir en disant oui, mais attention, il ne faut pas voler trop haut, sinon tu vas te brûler les ailes. Alors tout de suite, tu vas avoir peur tout le temps. Tu vas dire ah, c'est bon là, c'est bon. Ah non, 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 c'est bon. Donc voilà, c'était cette façon de questionner les mythes anciens. Super. La musique comme dépassement des frontières, les nôtres et puis les frontières physiques. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Super. Alors voilà pour Je m'envole. J'en ai sur Dounia. Ouais. C'est une chanson qui les a touchés. Dans votre chanson Dounia, vous dites « Ils ont voulu entrer chez moi, ils voulaient que j'en sorte ». Quel était le message que vous désiriez faire passer? Je pense que c'est une image, de façon générale, sur des formes d'oppression diverses, multiples, que l'humanité a pu connaître ou fabriquer ou provoquer. Par exemple, la colonisation. Par exemple, ça peut être cette image-là de gens qui viennent d'ailleurs, qui te sortent et puis qui rentrent chez toi. Donc, il peut y avoir cette image-là. Mais après, ça peut être aussi des gens qui vont rentrer dans ta tête, quoi, aussi. Des fois, ça peut être... donc, il y a plein de formes d'oppression et qui vont te dire quoi dire, quoi penser et qui vont surtout pas vouloir que toi-même, tu puisses avoir le contrôle sur toi-même. Donc, c'est pareil, c'est une fable. Hein, d'ailleurs, la chanson commence comme ça, hein, cette histoire, une fable que vous lirez peut-être. C'est une fable et on peut la voir aussi comme une allégorie. Et c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, voilà, d'une émancipation, d'une révolution, de dire stop maintenant, on reprend
reprend le contrôle sur nous, sur notre petit village, sur notre vie. Laissez-nous tranquilles, quoi, entre guillemets. C'est un hymne à la liberté? Ouais, je sais pas si c'est un hymne, mais ouais, c'est plutôt raconté comme une fable. Mais oui, il nous raconte une histoire où à un moment donné, un peuple, quelque part, ou un village, ou des gens, en tout cas, comment à un moment donné, ils se sont fait avoir. Donc là, il parle de gens qui viennent d'ailleurs, mais qui, avec l'appui du président, parce qu'il l'aurait acheté peut-être, ont réussi à l'expulser de sa maison. Donc, et c'est pareil, parce que cette fable-là, elle est écrite comme, même la musique, elle vient d'Afrique, mais je veux dire, on peut prendre la même image ici en France, quand quelqu'un peut être expulsé de chez lui parce qu'à un moment donné, il n'a plus réussi à payer son loyer, enfin voilà, et comment à un moment donné, les autorités peuvent être complices d'un bailleur qui peut être des fois malhonnête. Enfin voilà, on peut l'avoir de plein de façons différentes. La richesse, hein, de la musique et de ses messages. Super. Alors, du coup, Rallumeur d'étoiles, celle-là aussi, j'ai eu des retours comme quoi c'était joli, hein, ils l'ont dit dans leur question. Rallumeur d'étoiles, quelle belle chanson à nouveau. Des paroles très touchantes qui m'ont beaucoup touchée. Alors, quelles sont vos sensations lorsque vous la chantez? Bah, cette chanson-là, nous, on l'a vraiment chantée pour nos gamins, nos gamines. Et d'ailleurs, sur l'album, c'était nos enfants, hein, qui chantaient le refrain. Et c'était une manière, à un moment donné, de se dire, bah voilà, on se bat, on a plein de combats. Et pourquoi on se bat, au fond? Et en fait, au fond, bah, quand on est papa, maman, bah oui, on se bat pour nos gamins, nos gamines, et pour le monde qu'on peut leur laisser, et puis pour les belles choses qu'on peut leur transmettre. Et Rallumeur d'étoiles, c'est ça, c'est une ode aux gens qui font des petites choses autour d'eux, qui font des belles petites choses autour d'eux, qui n'ont pas l'ambition de changer le monde, de faire des grandes révolutions, mais qui vont faire un acte de solidarité pour leurs voisins, pour quelqu'un en bas de chez eux, qui vont rallumer une petite étoile dans leur petit coin de ciel. Voilà, les gens modestes et qui sont des gens, voilà, des rallumeuses et des rallumeurs d'étoiles. Alors à ce moment-là, ça serait la musique comme message d'espoir? C'est la musique comme peut-être comme message d'engagement concret et modeste, quoi. Sobre, enfin, voilà, de petites choses qu'on peut faire chaque jour et quotidien. Super, super. Et je vais rebondir sur le fait que c'était vos enfants qui faisaient le refrain, si vous me permettez. Alors du coup, j'intercale une autre question dans cette partie sur vos chansons. Est-ce que vous arrivez et comment vous faites pour gérer en fait le couple, vie publique, vie privée? Vous arrivez à... Enfin, Bon, oui, enfin, ça va. On a écrit une chanson dans notre premier album qui s'appelait On n'est pas les Beatles, on sera jamais les Beatles. Ça va, on n'est pas des rock stars. On vit notre musique. Il y a des gens qui nous connaissent un peu, mais pas tant que ça. On passe pas spécialement à la radio, à la télé. Enfin voilà, moi, je vis très bien et très tranquillement. d'accord. Et du coup, pour vos partenariats, vous parliez des médias, avec qui vous nouez des relations? Est-ce que vous avez des partenaires Non, moi, plutôt les médias alternatifs et les médias de proximité. Ça peut être les journaux et les radios régionales. Voilà, nous on fait partie de cette scène un peu on dit scène alternative et qui passons pas forcément spécialement dans les grands médias de masse et on s'en porte pas plus mal, quoi. Voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin et puis il y a beaucoup de gens qui nous suivent et ça nous va très bien comme ça. Super. Alors, je vais rebondir. Et pour le cinéma, comment ça s'est passé pour la Le réalisation? cinéma. Ben, le réalisateur, Abdelatif Kechiche, est tombé sur notre clip On lâche rien, parce que bon, c'est quand même un clip qui a beaucoup voyagé, et une chanson qui a beaucoup voyagé. Et il s'est dit, eh, tiens, mon personnage dans la vie d'Adèle, ce sera une personne engagée, militante, qui fait des manifestations. Et c'est cette chanson-là, c'est cette image de manifestation-là que je veux reprendre. Et il nous a demandé l'autorisation. C'est aussi simple que ça. D'accord, super. Alors, je vais reprendre du coup le fil des questions par rapport à votre discographie et je vais passer aux questions qui portent sur les albums cette fois. Dans l'album intitulé Les temps modernes, dans cet album, on retrouve des sonorités rock. Pourquoi avoir fait ce choix et de qui provient l'idée? Ah, on fait pas les choses par idée, je pense. On le fait naturellement. Alors, faut connaître la bande des Saltimbanques et chacun a son univers. Et il y en a qui viennent d'univers un peu plus rock, un peu plus chanson, un peu plus musique du monde. Et c'est sûr que
que le copain guitariste aimait ça, ça c'est sûr, et il est venu avec ce qu'il est, son univers, et il nous a proposé des choses qui collaient avec, qui étaient déjà géniales, comment il les jouait, et puis qui collaient avec l'univers des chansons qu'on avait là à disposition, et puis banco, quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que du coup, vous êtes 6 membres, hein, c'est ça dans... Oh, dans les saltimbanques, la formule, on était 7, 8, ouais. D'accord. Et est-ce que vous jouez d'un instrument? Non. Du coup, ils ont posé la question au début, je la glisse. Non, pas d'instrument, super. Alors, je reprends pour les albums. Dans l'album intitulé, donc Les temps modernes, je l'ai fait, pardon. Dans Petite Terre, le dernier, Petite Terre, ce nouvel album est très joli. Quels sont les messages que vous avez voulu transmettre? Il y en a. Ben, peut-être Alors, on a fini de l'écrire pendant le confinement et il y a des gens qui ont dit que c'était un album Word à la française ou un album de chansons françaises métissées, colorées. Et parce qu'il y a une chanson occitane, il y a une chanson en basque, il y a la chanson berbère ou breton, voilà, où on questionne aussi nos origines et ce destin méditerranéen aussi d'une certaine manière. Il y a le Roubaisien de Bergerac, voilà, où on fait ce voyage-là aussi en France, de Roubaix à Bergerac, qui est mon voyage. Et à travers tous ces voyages-là, où on a l'impression d'être resté en France, en fait, on a des univers culturels et des histoires culturelles, historiques et musicales qui sont tellement différentes, tellement riches et tellement empreintes de plein de références et d'influences qu'on se rend compte que, bah voilà, que évidemment, nos pays sont monde et le monde est dans nos pays, que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le local et le global. Et donc, ça nous renvoie sur cette petite terre où peut-être ce côté, voilà, je disais tout à l'heure, modeste, où nous, on est une petite fourmi sur une petite planète qui elle-même n'est qu'un grain de sable dans l'univers entier. Donc, des fois, ça fait du bien quand l'homme se croit au centre de tout, de rappeler ça. Et peut-être que ça peut nous permettre, une fois qu'on s'est rappelé ça, peut-être d'être aussi plus humble et dans notre rapport aux autres espèces vivantes aussi, ou à notre environnement aussi, dans la préservation de cet environnement. Alors c'est vrai que dans nos chansons, il y a la référence à l'écologie qui revient assez souvent. Du coup, est-ce que c'est vraiment parce que c'est une préoccupation que vous avez à titre personnel ou... Non, je pense que c'est une préoccupation d'aujourd'hui et de demain. Je pense que je suis pas né avec ça. Je pense on est beaucoup de plus en plus à se dire ouais, faut faire gaffe là. On détruit les choses à une vitesse grand V et il faut vraiment qu'on ralentisse et qu'on se pose des questions sur notre rapport à notre environnement. Ouais. Et vous diriez que c'est un rôle de lanceur d'alerte quoi? Bah, dans tous les cas, l'artiste, il joue ce rôle-là. Quand on écrit une chanson sur quel sujet que ce soit, par exemple, quand on écrit une chanson sur les réfugiés, ou voilà, on fait d'une certaine manière, on joue ce rôle-là de lanceur d'alerte. Après, des gens vont dire, ben, c'était judicieux ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, oui, c'est sûr. Super, merci. Alors, j'en ai encore une sur... non, après, c'est des questions un petit peu plus générales sur l'écriture de vos chansons. Alors, est-ce que vous avez des thématiques qui vous inspirent particulièrement de la rédaction? Non, vraiment, je n'essaie pas de réfléchir comme ça. C'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, une chose qui me touche à un moment donné. Et là, je vais avoir envie, sur ce sujet-là, d'écrire une chanson. Ça va être circonstancié. Ouais, toujours, quasiment toujours, quoi. Une chose qui me touche, ça peut être un fait divers, ça peut être une rencontre, ça peut être un sentiment à un moment donné, un jour, ça peut être une histoire qu'on m'a racontée, ça peut être, voilà. Mais vraiment, la base, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui va me toucher, ou alors qui va m'émouvoir, ou alors me faire rire, ou alors m'indigner, ou alors me faire rêver, enfin voilà. Voilà, c'est ça. Agir et réagir. C'est ça. ça. Super. Alors, une question qui va peut-être vous faire sourire. Quel est le titre et le thème de la première chanson que vous ayez composée? Votre toute première. Je me souviens plus vraiment, mais je sais qu'une des toutes premières, il y avait une chanson sur le berceau africain, voilà, en disant, je sais plus exactement, l'Afrique est bien le berceau du monde. C'était une manière de presque on s'adressait dans cette chanson aux gens qui étaient racistes en leur disant mais en fait tes ancêtres ils sont comme les miens, ils viennent d'Afrique et voilà, c'était assez rigolo. On avait 15-16 ans. D'accord, super. Et du coup, oui, la suite de cette question, c'était qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette première chanson? Ah, bah c'est juste. Moi, j'aime bien l'idée de me dire qu'aujourd'hui, j'essaie de toujours me rappeler du jeune
de 15-16 ans qui commence à écrire et avec tous ses rêves et toute cette envie. Et j'essaie toujours de me dire, voilà, tant que je serai fidèle à ce jeune-là qui écrit cette première chanson, je pourrai continuer. Et le jour où je serai plus fidèle à ce jeune gamin, bah, il faudra que j'arrête. D'accord, super. Alors, avez-vous des projets pour la suite en matière d'écriture, en termes de concerts ou en termes d'autres projets artistiques? Non, des envies, des projets, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, des projets, c'est compliqué, mais des envies, oui, bien sûr, que ça reprenne, quoi. De reprendre la route et de reprendre les concerts. Alors, du coup, je vais quand même rebondir sur les projets, puisque vous avez votre carrière de musicien, mais vous avez votre carrière d'écrivain, de romancier, d'auteur de BD. Comment vous êtes venu à l'écriture? Enfin, est-ce que c'est la musique qui vous a amené à l'écriture ou l'inverse? Oui, oui, c'est la musique qui m'a ramené à l'écriture. Ma culture première, elle est musicale, hein. Quand j'étais gamin, jeune, ado, j'ai beaucoup écouté de musique, beaucoup plus que je n'ai lu de livres. J'ai commencé à lire un petit peu après, plus tard. Mais non, non, ma culture musicale, c'est ma culture première. Ouais. D'accord, super. Comment voyez-vous l'avenir de la musique en France? Alors là, c'est une Oula, je sais pas, je saurais pas vous répondre à ça. Je sais pas. Non, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Je suis désolé. D'accord. Alors, on la laisse en suspens. Eh bien, voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que mes élèves avaient envie de vous poser comme question. Et du coup, Super. ce que je vous propose maintenant, ben, c'est la partie libre. J'appelle ça la partie libre parce que du coup, vous pouvez vous exprimer librement par rapport au sujet qu'on n'aurait pas abordé. Si, moi, j'ai peut-être une question quand même avant la partie libre, si vous me permettez. Pardon. C'est ma Ouais. question. Alors, moi, on me signale que j'ai 10 minutes. On m'a fait ce signe-là. Ouais. Alors, super. Et Ah, ben, voilà. on va Juste, être voilà. pile dans le timing. Trop bien. Moi, la question que j'avais, c'était plus par rapport à la production d'albums. Comment ça se passe pour produire un album? Ah, bah alors nous, on a monté une association qui est notre label, notre maison de disques, c'est notre association. Donc ça veut dire que on essaie de trouver de l'argent nous-mêmes, quoi, pour pouvoir produire nos albums. Avec les copains, copines musiciens, musiciennes, on va dans un studio qui fait aussi logement. On aime bien nous aller au vert, quoi. Donc il y a le studio à droite, il y a les logements à gauche. Donc on reste là ensemble pendant une semaine ou des fois 10 jours. Et puis voilà, chaque jour, on travaille à notre rythme sur une ou deux chansons. Et donc, une fois qu'on a fini cette session-là, on met tout ça entre les mains de notre ingénieur du son pour qu'il fasse le mixage. Et puis après, on produit l'album. Et puis après, ça y est, c'est parti, qu'on fait la pochette, enfin, tout ce qu'il faut faire. Et une fois que l'album est prêt, bah, on décide d'une date de sortie. Euh, on va faire un concert pour la date de sortie. Et puis, on va essayer de faire un peu de promotion, essayer d'aller dans les radios, de faire des petites interviews si on peut, ou faire des petits clips. Enfin, voilà, tout ça. C'est comme ça que ça marche, quoi. Et alors, du coup, les tournées, ça s'organise comment? C'est compliqué? Nous, il y a quelqu'un qui s'en occupe pour nous, c'est le tourneur. Donc voilà, donc pour nous c'est très simple, comme ça on donne son contact et c'est lui, quand des gens veulent nous inviter pour des concerts, c'est lui qui prend note, qui négocie, qui gère tout et puis qu'après il nous envoie des propositions de planning et puis après généralement nous on n'a pas de raison de dire non, donc et puis c'est parti quoi. D'accord. Alors si j'avais encore une autre petite question que je ne vous ai pas posée et qui était à la fois la mienne et celle de mes élèves, combien de temps vous mettez pour produire un album? Alors une chanson peut-être et puis ensuite... Non, bah, généralement nous on produit vraiment album par album. Ça peut nous arriver de faire une chanson isolée, mais en règle générale on se dit tiens là, quand je pense avoir 10, 15 chansons, je dis aux copains, copines, bon, si ça vous dit, on va commencer à y penser. Donc, entre le moment où je leur dis, tiens, allez, on part sur un album, et le moment où l'album sort, il peut se passer 1 an et demi maximum. Voilà. Et puis, entre le moment, voilà, je vais leur dire, d'abord, il va y avoir cette première période où je vais leur dire, bah, tiens, je pense à ça comme chanson, une première réunion de travail. Eux, ils vont peut-être commencer sur des premières maquettes. Et puis après, il y a le moment où je vous parlais tout à l'heure, où on va se retrouver, et puis etc., quoi. D'accord. Au niveau de la maquette, quelles sont les étapes et les strates d'une maquette? Oh, des fois, ça peut être très simple. Je peux même m'enregistrer là sur mon dictaphone, comme ça, une petite mélodie. Des fois, j'ai même pas le texte, ou alors j'ai le texte du refrain avec une petite mélodie comme ça. Et je peux, par exemple, envoyer à un des copains guitaristes qui, lui, va me faire une boucle de guitare.
qui va m'envoyer, et moi sur laquelle je vais peut-être pouvoir avancer sur un texte, et puis lui va aussi peut-être me proposer des mélodies complémentaires. Des fois, on va demander peut-être à l'autre copain qui va faire un autre instrument, mais c'est vraiment des choses très très basiques qui vont nous permettre de poser les premières fondations de la chanson. Et après, vraiment, pour faire l'arrangement complet, on aime bien nous le faire avec tout le groupe ensemble. D'accord, super. Et du coup, en termes de temps, ça prend combien de temps? Il n'y a pas de... Ça dépend, ça peut. Non, je ne sais pas quantifier ça, ouais. Ouais. Moi, je ne sais pas. Ça dépend. Enfin, moi, si j'enregistre ça et que j'envoie au copain, peut-être que le lendemain, il peut m'envoyer un petit truc. Puis moi, le surlendemain, je vais poser ma voix sur ce qu'il m'a envoyé. Bon, voilà, ça peut. D'accord, ça C'est se des fait petites aussi. choses, petit à petit, ouais. Ouais. D'accord. Eh bien, super. Ben voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais pas posé comme question et qui, moi, me taraudait, même si les élèves ont fait le tour Ok. aussi. Et du coup, bah, effectivement, c'est la partie libre. Et là, bah, vous êtes totalement autonome par rapport à ce que vous aimeriez peut-être rajouter. Bah non, je sais. Très honnêtement, c'était vraiment super précis. Enfin, ça a rarement été. Et puis voilà, on est allé dans le fond du fond des chansons. Non, non, c'est super. Pour moi, c'était très, très intéressant, agréable de revenir là-dessus sur le Ça vous parcours, a sur les plu? chansons précisément. Ouais, c'était vraiment précis. Et puis c'est appréciable. Donc ça veut dire que vraiment vous êtes rentré dans notre univers et ça vraiment, ça fait plaisir, quoi. Parce que quand on est artiste, on propose des choses. Donc voilà, moi j'ai déjà fait des interviews des fois dans des radios où les journalistes avaient manifestement pas écouté l'album ou pas lu le livre. Bon, des fois c'est un peu compliqué, mais là ouais, c'est vraiment génial. Non, j'ai vraiment Merci beaucoup. Merci rien à à vous. ajouter. C'était vraiment... C'est moi qui vous remercie. Et puis voilà, plein de belles choses. Puis j'espère moi pour ce qui nous concerne, j'espère que pour nous tous, déjà on va passer vite à la prochaine étape et qu'on va vite oublier cette épidémie, même si on sait qu'on va devoir vivre avec un petit moment. Et moi, j'ai hâte, voilà, qu'on se retrouve en vrai et qu'on fasse des concerts et que la musique reprenne. C'est sûr. J'ai juste une dernière petite question, j'en profite, hein, je prends du Ouais, je vous en plaisir prie. à cet entretien. Donc, vous savez, je vous l'ai dit, le thème, c'est de la musique avant toute chose, avec un point d'interrogation au bout. C'est un vers en forme interrogative. Alors, je vous cède ce vers de Paul Verlaine pour voilà, le mot de la fin. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Paul Verlaine ou est-ce que... Peut-être. Non, je ne sais pas. Parce que la musique, avant toute chose, ça veut dire, on pourrait presque imaginer que la musique aurait été la première chose qui fut créée déjà, peut-être temporellement déjà. Donc, rien que ça, moi, en tant que auteur d'aimer raconter des histoires, juste de s'arrêter quelques instants et d'imaginer ça, sans se dire que ça peut être vrai ou pas, mais se dire, tiens, imaginons un monde ou un univers et ce moment où les choses se créent, où la première chose qui est créée avant toute autre chose, c'est la musique. Et de là ça libère un imaginaire. Voilà, moi, ça me passionne de me projeter dans cette idée-là. Bah, quelque part, il y a du vrai, parce que la chanson, hein, la musique, c'est d'abord notre voix. Vous êtes Non, et seulement... puis même, même dans l'univers, enfin dans le cosmos, il y a une musique de l'univers, on peut l'entendre des fois, enfin, c'est quand il y a des sondes qui sont envoyées. Donc, oui, c'est sûr que. Mais voir les choses sous cet angle-là, ça peut nous donner une certaine vision de la vie et qui peut avoir son charme et son intérêt. Ouais. Ouais. Super, eh ben, merci beaucoup pour cette Merci à toi, belle merci à vous, parole. merci, Merci pour votre temps, votre gentillesse et puis avec pour ce plaisir. entretien qui, du coup, me servira beaucoup dans mes cours, hein, parce que je vais l'intégrer dans mon cours de culture générale pour cette fin d'année. Et du coup, on reviendra dessus avec mes élèves en classe. Super, eh ben, je suis content, je suis ravi. Voilà. Plein de belles choses, au revoir. Merci, au revoir et merci pour tout. Vraiment Avec infiniment. plaisir. Salut. Allez, merci. Du coup, j'arrête Ouais, l'enregistrement et puis je vous dis bah, merci et au revoir. Et ouais, puis, avec plaisir. plaisir, on se tient au courant. Ouais, ça va. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir.